Salut à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans les ombres de l'histoire, où la vérité est plus étrange et plus sombre que la fiction. Des poisons et des vampires, aux légendes spectrales et aux peurs momifiées. Ce sont des récits que le passé tente d'enterrer. Alors écoutez bien si vous l'osez, ces 5 histoires glaçantes que vous n'allez probablement pas croire, mais que l'histoire jure être vraie. D'abord, nous remontons au XVIIe siècle en France, où un crime sombre a choqué l'aristocratie. La femme, devenue tristement célèbre pour avoir empoisonné son père et ses frères dans la France du XVIIe siècle, est née sous le nom de Marie-Madeleine d'Aubres le 22 juillet 1630. Elle est née dans une famille de Françaises aisées, étant la fille d'Antoine Dreux d'Aubry, un homme qui occupait plusieurs fonctions au sein du gouvernement français et de l'administration de la capitale, Paris. La plus importante de ces fonctions était celle de conseiller d'État, l'équivalent d'un ministre actuel, ainsi que celle de maître des requêtes. Un poste qui offrait un grand contrôle sur l'accès à la cour française et qui était par conséquent financièrement lucratif. Les pots de vin et autres paiements étaient monnaie courante dans ce type de poste dans l'Europe de l'époque moderne. En conséquence, le père de Marie-Magdalène était riche, et elle était son enfant aîné, mais ce n'était pas un garçon. Une circonstance qui l'empêchait à l'époque d'hériter de la majeure partie de son immense fortune à la mort de son père. La chaîne d'événements qui a conduit Branvilliers à assassiner son père et ses frères pourrait être considérée comme ayant commencé dès 1651, lorsque Marie-Magdeleine avait 21 ans. À cette époque, elle était mariée à Antoine Gobelin, baron de Neuschrach, un riche petit noble français. À l'époque, Gobelin avait hérité d'une grande fortune grâce à sa famille, qui avait dirigé un célèbre atelier de tapisserie pendant plusieurs générations. Mais Antoine lui-même était quelque peu dissolu. Il fut fait marquis peu après son mariage avec Marie-Madeleine, le marquis de Branville, faisant ainsi de sa femme la marquise de Branville. Mais ailleurs, sa vie était chaotique. En particulier, il était un joueur invétéré. Pour cette raison, non seulement il avait dilapidé sa fortune héritée, mais aussi la dot de 200 000 livres qu'il avait obtenue d'Antoine d'Aubry en 1651. Grâce à son mariage avec Marie-Madeleine, et dans les années 1660, il était en réalité fortement endetté. Ces difficultés financières se reflétaient dans leur relation conjugale. Marie-Magdeleine et son mari avaient une sorte de mariage ouvert. En particulier, la marquise entretenait une liaison de longue date avec un officier du nom de Gaudin-Saint-Croix, un individu qu'elle avait ironiquement rencontré grâce à son mari. Ainsi, bien que de Branvilliers et son mari aient eu 7 enfants, il est largement soupçonné qu'au moins 3 d'entre eux, voire plus, étaient en réalité le fruit illégitime de la liaison de la marquise avec Saint-Croix et d'autres. Le père de la marquise avait eu connaissance de ces faits dès le début des années 1660. La liaison de sa fille avec Saint-Croix le préoccupait particulièrement, car elle risquait de ruiner la réputation de la famille. Si cela venait à être connu dans la haute société parisienne, c'est dans le but d'y mettre fin qu'Antoine d'Aubry obtint une lettre du roi Louis XIV ordonnant l'arrestation de Saint-Croix sur la base de quelques accusations fallacieuses. Il purgea une peine considérable à la prison de la Bastille à Paris au milieu des années 1660. Les actions de d'Aubry mirent de Brinvilliers dans une colère noire, aggravant ainsi une situation déjà toxique. En 1663, un ensemble de circonstances s'était développé. Ce qui a conduit au crime de la marquise plusieurs années plus tard fut l'incarcération de son amant à la demande de son père. Et la situation économique en déclin dans laquelle les de Branvilliers se sont retrouvés à cause des problèmes de jeu du marquis, tous ces éléments allaient finalement mener au complot que la marquise allait élaborer dans les années à venir. C'est au milieu des années 1660 que la de Branvilliers a eu l'idée d'empoisonner son père et ses frères et sœurs afin d'acquérir la vaste fortune familiale. Diverses théories ont été avancées à propos de cette période. L'une d'elles est que Saint-Croix est entré en contact avec plusieurs individus experts dans l'art de l'empoisonnement pendant qu'il purgeait sa peine à la Bastille.
Une autre théorie suggère que la marquise a commencé à tester différents poisons sur des patients malades dans les hôpitaux de France, ou même qu'elle a expérimenté les poisons sur ses propres domestiques. En conséquence, il a été supposé que la marquise pourrait avoir été responsable de la mort d'au moins 30 personnes au total. Cependant, il existe peu de preuves concrètes suggérant qu'elle se soit réellement livrée à cette activité. Et cela aurait suscité beaucoup plus de soupçons à l'époque si ses propres domestiques étaient tombés malades régulièrement. Ce qui est assez clair, c'est qu'avec l'aide de Sainte-Croix, qui avait purgé sa peine de prison, la marquise a commencé à empoisonner son père en 1666. Elle était une invitée régulière chez lui et a rapidement pu administrer un poison à base d'arsenic dissimulé dans sa nourriture et ses boissons. Il est finalement décédé le 10 septembre 1666 et une enquête a conclu qu'il était simplement mort de cause naturelle. Aucune autopsie n'a été pratiquée. Mais étant donné que ses frères allaient désormais hériter de la majeure partie de la fortune de leur père, elle décida rapidement de les empoisonner eux aussi. C'était une affaire plus complexe. Le père de Branville vieillissait et en tant que fille soi-disant attentionnée, il lui était facile d'accéder à sa nourriture et d'y administrer le poison. Mais ce n'était pas le cas avec ses frères. Par conséquent, elle a choisi d'engager un homme nommé Jean Hamelin, plus connu sous le nom de Lachasseur, pour travailler dans la maison familiale et administrer le poison. Comme les occasions de le faire se présentaient, c'était une affaire délicate. Et ce n'est qu'en septembre 1670 que les deux frères étaient morts. Le premier, Antoine, ayant été tué en juin 1670. Une enquête plus approfondie qu'en 1666 fut alors menée par les autorités médicales et civiles. La mort de son père, un homme relativement âgé, avait rapidement été écartée comme un événement naturel. Mais le décès des deux frères des marquis, tous deux jeunes et en bonne santé, survenus à quelques semaines d'intervalle, éveilla de fortes suspicions. Beaucoup de personnes soupçonnaient un acte criminel, mais rien de sinistre ne fut clairement découvert et aucune accusation ne fut portée à ce moment-là. Eh bien, rien n'a été découvert qui reliait la mort des frères à leur sœur. Ainsi, pendant un certain temps, il semblait que le plan de Branville avait fonctionné. Elle profitait bientôt de sa nouvelle richesse et avait échappé à ses crimes, du moins jusqu'en 1672. Cette année-là, son amant et complice, Sainte-Croix, mourut, peut-être d'une maladie, bien qu'il ait été supposé qu'il se soit accidentellement empoisonné lui-même, quelle que soit la cause de sa disparition. Cela a dû être une mort soudaine, car Sainte-Croix n'avait pas retiré de son domicile une grande quantité de preuves accablantes contre lui. Un événement qui eut désormais des conséquences fatales pour de Branvilliers. Lorsque la police parisienne a mené une enquête, elle a rapidement découvert un coffre dans les appartements de Sainte-Croix, qui contenait une série de preuves accablantes. Celle-ci comprenait des échantillons des poisons qu'il avait utilisés avec la marquise au fil des années, ainsi qu'un certain nombre de lettres échangées entre eux qui n'énonçaient pas ouvertement leurs crimes, mais fournissaient suffisamment de raisons pour éveiller de sérieux soupçons. Une enquête fut alors rouverte sur les décès du père de la marquise et de ses deux frères. La marquise s'enfuit de Paris lorsqu'elle apprit ce qui avait été découvert. Comme si cela ne suffisait pas, de nouvelles preuves accablantes confirmèrent alors sa culpabilité début 1673. À cette époque, Louis A. Chaussé fut arrêté et, après un long interrogatoire, il révéla tous les détails de ce qui s'était passé, y compris son propre rôle dans l'empoisonnement des deux frères d'Aubre. L'empoisonnement était considéré comme un crime particulièrement odieux à l'époque moderne. Par exemple, un cuisinier soupçonné d'avoir participé à une tentative d'empoisonnement était passible de la peine de mort en étant bouilli vif. La fin de la Chaussée ne fut pas aussi sombre, mais il fut torturé avant d'être exécuté le 24 mars 1673. Lorsque ces crimes furent découverts, de Branvilliers s'enfuit de France en 1673
Elle passa les 3 années suivantes en cavale, mais étonnamment, elle ne s'éloigna pas beaucoup de la France. Elle trouva d'abord refuge de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, et, plus étonnamment encore, vécut en exil juste de l'autre côté de la frontière nord-est de la France, dans la région correspondant à la Belgique actuelle, mais qui faisait alors partie de l'Empire espagnol. C'est ici, dans la ville de Liège, qu'elle fut finalement arrêtée. En 1676, elle fut extradée vers la France. La marquise avait été reconnue coupable de ses crimes par contumace après sa fuite de France en 1673, mais un nouveau procès eut néanmoins lieu. Il s'agissait en réalité d'un procès de façade. Il ne fait guère de doute à ce sujet. Mais de Brinvilliers n'était pas enclin à coopérer. Au début, elle nia catégoriquement toute implication dans l'empoisonnement de son père et de ses frères et sœurs, malgré la présentation de preuves considérables et la convocation de témoins, ce qui laissait peu de doute quant à sa culpabilité. Face au refus de la marquise d'admettre sa culpabilité, les autorités décidèrent finalement qu'elle devait être torturée. Les dernières heures de Brinvilliers furent désagréables. La méthode de torture à laquelle elle fut condamnée était la question de l'eau. Cela consiste à forcer la bouche à rester ouverte à l'aide d'une cale ou d'un autre dispositif. De grandes quantités d'eau sont ensuite versées sans relâche dans la bouche de la victime, provoquant une distension gastrique, la noyade et même la mort si la question est appliquée assez longtemps. Elle a été utilisée pendant des siècles comme méthode de torture et est liée à la pratique moderne du waterboarding. Le 16 juillet 1676, face à la perspective de la torture, de Brinville a avoué ses crimes, mais a néanmoins été soumise à la question de l'eau. Soumise à la question pendant 4 heures pour déterminer s'il y avait d'autres crimes ou complots dont les autorités n'étaient pas au courant. Cependant, cela n'a révélé que peu de choses de réellement substantielles. Elle fut ensuite conduite à la place de Grève, un lieu habituel d'exécution publique dans le Paris de l'époque moderne et l'emplacement de la place de l'Hôtel de Ville dans la capitale française. Aujourd'hui, ici, la marquise de Brinvilliers a été exécutée le 16 juillet en ayant la tête tranchée à l'épée. Son corps fut ensuite brûlé. La mort de Brinvilliers a inauguré une période de l'histoire sociale et politique française, qui est devenue connue sous le nom de l'affaire des Poisons. Cela commença après son exécution et se poursuivit pendant encore 6 ans, jusqu'en 1682. L'affaire des Poisons est née en grande partie d'une paranoïa croissante parmi l'aristocratie et l'élite parisienne concernant d'autres tentatives possibles d'empoisonner ou de tuer autrement des personnes impliquées dans des conflits de succession. Le roi Louis XIV de France était particulièrement troublé par cela. De nombreux autres procès ont suivi, souvent sur des bases douteuses, tandis que la police et les forces de sécurité parisiennes ont arrêté des diseurs de bonne aventure, des alchimistes et d'autres personnes soupçonnées de fabriquer des poisons. D'autres personnes impliquées ou accusées comprenaient des membres de haut rang de l'aristocratie française, comme Olympia Mancini, la comtesse de Soissons, qui fut finalement exilée de France à la suite de cela, mais non exécutée. L'affaire des Poisons a finalement conduit à l'exécution de 36 personnes avant de prendre fin en 1682, tandis que 23 autres personnes ont été exilées de France. À un moment donné, des centaines de personnes étaient insoupçonnées ou faisaient l'objet de mandats d'arrêt. Les actions de Madame de Brinvilliers ont provoqué une vive controverse dans la société française, avec des répercussions dépassant ses actes. Ce qui n'est guère surprenant étant donné l'influence de l'affaire sur la haute société dans les années 1670 et au début des années 1680. Les actions de Brinvilliers ont été commémorées sous plusieurs formes, en particulier au cours du XIXe et du début du XXe siècle, lorsque Sir Arthur Conan Doyle et Alexandre Dumas ont tous deux composé des œuvres inspirées de sa vie et de ses crimes. Notre prochain récit nous emmène dans les grandes cours de Bohême, où la mort d'une noble dame allait susciter des murmures de vampires et d'agitation éternelle. La femme qui deviendrait un jour Éléonore von Schwarzenberg est née sous le nom d'Éléonore Elisabeth Amélie Madeleine le 20 juin 1682.
dans la ville de Mielnik, dans la région qui était alors connue sous le nom de Bohême, mais qui correspond aujourd'hui à la République tchèque. Le père d'Éléonore était le prince Ferdinand Auguste de la maison de Lobkowicz, une famille noble de la région, qui pouvait retracer ses origines jusqu'au XIVe siècle et qui était en conséquence l'une des lignées aristocratiques les plus anciennes et les plus respectées de la Bohême des XVIIe et XVIIIe siècles. Ferdinand était également le deuxième duc de Sagan, son père, Václav Eusebius, ayant acquis ce titre et ce domaine en 1646. La jeunesse d'Éléonore est relativement sans histoire, et il existe peu de preuves documentaires à son sujet. On peut supposer qu'elle a reçu l'éducation typique d'une femme aristocrate à la fin du XVIIe siècle, axée sur la danse et l'étiquette de cour. Elle aurait très probablement appris un peu de latin et presque certainement le français, qui devenait à cette époque la langue véhiculaire des cours aristocratiques d'Europe. Le 7 décembre 1701, alors qu'elle avait 19 ans, Éléonore épousa Adam Franz, Karl Eusebius à l'époque, l'héritier présomptif de la principauté de Schwarzenberg, une grande principauté au sein de l'archiduché d'Autriche. C'était un titre aristocratique majeur en Bohême. Eh bien, le titre de Schwarzenberg remonte au Haut Moyen-Âge, et Adam finirait par succéder en tant que prince de Schwarzenberg, en 1703. Son mariage avec Éléonore, comme tant d'autres unions aristocratiques de l'époque moderne, était en réalité une transaction financière et une alliance. Dans de tels arrangements, le père de la mariée fournissait généralement une grande dot au père du marié. Une partie en profitait financièrement. La famille de la mariée épousait souvent une personne de statut supérieur si elle apportait une dot importante. C'était certainement le cas pour Éléonore qui, bien qu'elle soit issue d'une famille aristocratique, épousait une famille encore plus prestigieuse. En retour, le père d'Adam, le prince Ferdinand Wilhelm, devait recevoir une dot de 20 000 florins ou pièces d'or. Une somme énorme. 3 000 florins devaient être payés d'avance, le reste étant versé en plusieurs fois au cours des années suivantes. Le mariage d'Éléonore et d'Adam fut semé de difficultés dès le début, lorsque l'union fut négociée entre leurs pères respectifs. Adam avait eu une relation avec la fille de l'ambassadeur d'Autriche à Rome qu'il avait épousée en secret. Afin de faciliter le mariage avec Éléonore, Adam avait été contraint d'annuler rapidement ce mariage secret. Cela empoisonna la relation entre Éléonore et son nouveau mari dès le début. De plus, les choses n'allaient pas s'améliorer. Éléonore ne tomba pas enceinte dans les mois, et même les années qui suivirent, lorsqu'un enfant arriva enfin. C'était une fille nommée Maria Anna, qui vint au monde en décembre 1706. Pourtant, aucun héritier mâle n'apparut pour préserver la lignée directe du prince de Schwarzenberg, comme si ces problèmes ne suffisaient pas. La relation entre Éléonore et Adam se compliqua davantage lorsque le père d'Éléonore épousa la sœur d'Adam, Maria Élisabeth. Avec cela, le père d'Éléonore devint également son beau-frère, une situation troublante. De plus, des tensions surgirent après cela, car Ferdinand ne respectait pas ses paiements de dot envers Adam. En plus de cela, Éléonore manquait à Carrie pendant une autre grossesse en 1709, puis des accusations d'infidélité furent déportées contre elle. Ainsi, le couple vécut séparé la majeure partie des années 1710, chacun dans une résidence différente. Mais la réconciliation eut finalement lieu en 1719. Cette année-là, Adam hérita d'un immense domaine en Bohême à la suite du décès de sa tante. Dès lors, les disputes sur la dot d'Éléonore devinrent inutiles, et les tensions entre Adam et le père d'Éléonore étaient déjà terminées. Lorsque Ferdinand mourut en 1715 puis en 1722, l'insaisissable héritier mâle, Joseph Adam, naquit. Ainsi, après plus de 20 ans de mariage brisé et malheureux, l'union d'Adam et d'Éléonore semblait enfin se stabiliser. La vie des von Schwarzenberg était relativement paisible et sans histoire durant les années 1720 alors qu'ils élevaient leur jeune fils. Durant les années 1720, Adam était monté en grade au sein de la noblesse bohémienne, gagnant la faveur de l'archiduc d'Autriche et empereur du Saint-Empire romain germanique Charles VI, qui régnait également en tant que roi de Bohême, sous le nom de règne de Charles II.
Là-bas, sous Charles, Adam avait déjà été nommé chambellan du Geheimrat, qui était en fait le conseil consultatif de Charles ou le cabinet du gouvernement dans les années 1710. Puis, en 1722, il fut nommé à un poste élevé au sein de la maison royale à Vienne. Ainsi, Adam et Éléonore passèrent la majeure partie des années 1720 dans la capitale impériale d'Autriche. Enfin, Adam fut fait membre de l'ordre de la Toison d'Or, l'ordre chevaleresque le plus prestigieux des terres de l'archiduché d'Autriche, étant donné sa position élevée au sein des territoires autrichiens. Il n'était guère surprenant de constater qu'Adam était un compagnon de chasse régulier de Charles, mais il est bien plus surprenant que ce passe-temps ait coûté la vie à Adam. Le 10 juin 1732, Adam accompagna Charles lors d'une partie de chasse à Brandeis, près de Prague. Cette décision a eu de lourdes conséquences. Plus tard dans la journée, Charles, qui souffrait de troubles de la vue, tira sur Adam en le prenant pour un cerf, bien que d'autres récits affirment qu'il se trouvait simplement sur la trajectoire du tir. Adam est mort le lendemain de ses blessures. Après sa mort, l'archiduc Charles, sans doute rongé par la culpabilité d'avoir tué son ami et conseiller de longue date, prit le fils d'Éléonore, Joseph, sous son aile et accorda une large pension à Éléonore. Par la suite, elle passa ses dernières années à gérer le domaine von Schwarzenberg. Malheureusement pour la princesse, à la fin des années 1730, sa santé se dégrada rapidement. À cette époque, on dit qu'elle devint extrêmement maigre et faible. Les interventions médicales étant primitives, Éléonore se tourna vers des remèdes populaires pour tenter de se soigner. Cela comprenait l'utilisation de la corne de narval, la défense d'une baleine arctique qui était appelée corne de licorne dans l'Europe de l'époque moderne, et qui valait plus que l'or au poids en raison de la croyance en ses propriétés médicinales, bien que nous sachions aujourd'hui que l'utilisation de la corne de narval n'aurait en rien aidé à guérir sa maladie. Pendant cette période, son état a continué de s'aggraver. Elle pouvait à peine manger, boire ou dormir, ne se reposant qu'à certains moments de la journée. On raconte aussi qu'elle était extrêmement pâle et qu'à cause de sa maladie, elle a commencé à employer diverses sorcières, des alchimistes et d'autres personnes à l'apparence étrange dans l'espoir de pouvoir s'améliorer. À cause de cela, ainsi que du fait que Charles avait accidentellement tué son mari, il décida d'envoyer Éléonore, l'un de ses meilleurs médecins. Le médecin arriva finalement au domaine des Schwarzenberg, affirmant apparemment qu'elle ressemblait à un cadavre ambulant et que sa chambre était constamment dans l'ombre, car la lumière du soleil la dérangeait. Il a ensuite été affirmé qu'Éléonore gardait également des loups en cage dans le sous-sol de son domaine et qu'elle avait passé des années à boire leur lait pour améliorer sa fertilité, bien qu'il semble que ces rumeurs soient infondées. Avec le temps, l'état d'Éléonore s'est aggravé et elle souffrait beaucoup. Apparemment, ses cris devinrent assez fréquents dans son palais, terrifiant tous ceux qui les entendaient. Finalement, après des années de souffrance, elle mourut au palais Schwarzenberg à Vienne le 5 mai 1741 à l'âge de 58 ans. Après sa mort, une autopsie fut pratiquée et elle confirma qu'elle souffrait de ce que nous appelons aujourd'hui un cancer du col de l'utérus. Elle souffrait également de plusieurs tumeurs, dont l'une était plus grosse qu'une balle de tennis. Avant de mourir, elle a demandé que son cœur soit enterré à côté de son mari, tandis que son corps était enterré dans l'église Saint-Witoszewski Krymlov en République tchèque. À l'époque, la peur des vampires était bien réelle, à tel point que les habitants du village ont commencé à déterrer les corps des personnes récemment décédées, à leur couper la tête, de peur qu'ils ne soient des vampires. Pendant ce temps, certains avaient des pieux dans le corps et d'autres étaient du brûlés. La légende raconte que certains habitants étaient convaincus que la princesse était devenue un vampire et qu'elle avait été vue marchant dans les villes et cimetières voisins après sa mort. D'autres récits, plus farfelus, prétendent qu'on l'a vue mordre les cadavres des personnes récemment décédées et leur sucer le sang. Pendant des années après cela, des histoires de vampires ont continué à circuler dans la région, et il paraît que pendant un certain temps, son nom était considéré comme maudit. Mais finalement, ces récits sont devenus des mythes et ces rumeurs ont été oubliées. Pourtant, en raison des circonstances étranges entourant la fin de sa vie, ainsi que des antécédents médicaux d'Éléonore.
Il est possible que certains habitants du village aient réellement cru qu'elle était un vampire ou qu'elle avait un lien quelconque avec l'occulte. Pourtant, il existe peu de preuves concrètes de l'époque pour confirmer cela. Les légendes entourant sa vie sont nombreuses, et il peut être difficile de distinguer le vrai du faux. Mais malgré cela, ces dernières années, elle a été qualifiée de princesse vampire. Mais pourquoi ? En 2007, Éléonore a fait l'objet d'un important documentaire d'investigation, qui a été diffusé en première à la télévision autrichienne, intitulé « Die Vampirprinzessin » ou « La princesse vampire » en anglais. Ce documentaire a émis l'hypothèse qu'Éléonore s'était livrée au vampirisme et qu'elle avait inspiré le personnage de Dracula. Le grand roman d'horreur gothique, écrit par le romancier victorien irlandais Bram Stoker, est publié en 1897. La croyance qu'Éléonore aurait pu être la base du chef-d'œuvre de Bram Stoker a certainement quelques arguments en sa faveur. Par exemple, Dracula avait autrefois un premier chapitre alternatif à celui qui a finalement été publié en 1897. Cette version préliminaire indique que Stoker a en réalité été inspiré non pas par un homme, mais par une femme. De plus, cette femme était une princesse de l'État autrichien. Et les références dans la version manuscrite renvoient à la région de l'actuelle République tchèque, où Éléonore aurait vécu dans la première moitié du XVIIIe siècle. En plus de cela, il a été affirmé qu'Éléonore avait auparavant inspiré un poème intitulé « Le Nord », écrit en 1773 et publié l'année suivante par l'auteur allemand Gottfried August Berger. Il s'agissait d'une ballade gothique qui, bien qu'elle ne mette pas vraiment en scène un vampire typique, comportait des éléments de vampirisme. Et elle est considérée comme ayant été une influence majeure dans le développement précoce de la littérature vampirique. Le poème se déroule en Bohême, autour du domaine von Schwarzenberg, et le fait que le poème de Berger soit intitulé « Le Nord », une version abrégée d'Éléonore, a conduit les documentaristes en 2007 à affirmer qu'Éléonore avait servi de base à l'œuvre de Berger, en plus de celle de Bram Stoker, plus de 100 ans plus tard. Pourtant, ces attributions sont assez circonstancielles, tout comme les autres preuves présentées dans le documentaire « La princesse vampire » par exemple. Il a été affirmé que les remèdes populaires qu'Éléonore utilisait pour tenter de soigner ses maux étaient révélateurs d'une forme d'occultisme. Mais à l'époque prémoderne, de tels remèdes populaires étaient très largement utilisés dans toute l'Europe. Mais peut-être que la preuve la plus intéressante présentée par les documentaristes pour affirmer qu'Éléonore s'était adonnée au vampirisme et avait ainsi inspiré à la fois les œuvres de Berger et de Stoker, concernait la crypte familiale des von Schwarzenberg dans la ville de Český Krumlov, au sud de la Bohême. Ici, Éléonore et son mari, Adam, avaient tous deux été enterrés dans l'église Saint-Guy. Mais le cœur d'Éléonore a été retiré et placé dans une urne qui a ensuite été enterrée. Dans une petite cave à gauche de la chapelle, près du cœur d'Adam, une plaque indique aujourd'hui « Ici sont conservés les cœurs d'Adam et de son épouse Éléonore, prince de Schwarzenberg et duc de Krumlov. » Selon la sensibilité moderne, c'est peut-être un cas étrange. Les traditions funéraires et d'inhumation modernes n'impliquent généralement pas que l'on retire le cœur des défunts pour l'enterrer séparément du corps. Et les créateurs de Die Vampirprinzessin tenaient beaucoup à souligner que cela indiquait une forme d'occultisme de la part d'Éléonore. Pourtant, selon les normes de l'Europe centrale du XVIIIe siècle, il n'y avait rien de vraiment inhabituel à cela. En effet, la famille royale, les Habsbourg d'Autriche, avait fait construire un tombeau similaire à Vienne, dans lequel les cœurs des membres les plus âgés de la famille étaient enterrés séparément de leur corps. Ainsi, il existe peu de preuves concrètes pour corroborer l'argument selon lequel la princesse Éléonore von Schwarzenberg était quelqu'un qui pratiquait le vampirisme, et qu'elle aurait, en conséquence, été l'inspiration pour le Dracula de Bram Stoker. Ainsi, les légendes concernant sa vie, qui font référence à Éléonore comme une princesse vampire, bien qu'elle soit fascinante, ne sont probablement rien de plus que cela. Des légendes. Nous allons maintenant dans l'Angleterre victorienne, où les médias de Morty nous parlent d'une figure mystérieuse qui sautait par-dessus les toits et entrait dans la légende.
Par un jour d'automne 1837, une jeune fille du nom de Mary Stevens se rendait à son travail à Lavender Hill, un quartier qui se trouvait alors à la limite sud-ouest de Londres et qui, quelques décennies plus tôt, faisait encore partie de la campagne au-delà de la ville. Mary Stevens venait de Battersea, où elle avait rendu visite à ses parents et traversé Clapham Common entre Battersea et Lavender Hill pour se rendre à son travail. Un incident terrifiant se produisit lorsqu'une silhouette étrange, presque démoniaque, surgit d'une ruelle et se précipita sur elle. La créature attaqua Mary Stevens, lui lacérant la chair avec les griffes qu'elle avait à la place des mains. Mary Stevens rapporta plus tard que le contact de la créature était glacial. Elle cria lorsqu'il l'attaqua, et la silhouette fut manifestement assez surprise pour la lâcher rapidement et s'enfuir. C'était apparemment la première apparition de l'entité qui allait bientôt être connue sous le nom de Spring Hill Jack. En novembre 1837, de nombreuses autres apparitions furent signalées dans tout Londres. Il décrivait une créature qui apparaissait soudainement, sautant souvent des distances incroyablement grandes devant des personnes ou des voitures en mouvement dans les rues de Londres. Plusieurs cochers ont déclaré avoir dû arrêter brusquement les chevaux tirant leur voiture, alors que la créature apparaissait presque de nulle part devant eux, puis s'éloignait tout aussi rapidement. Un autre témoin affirma que l'agresseur mystérieux avait sauté par-dessus un mur de près de 3 mètres de haut en ricanant de façon maniaque. En quelques semaines, les récits concernant cette étrange entité circulèrent largement dans tout Londres, et beaucoup se demandaient qui ou quoi avait attaqué Mary Stevens et plusieurs autres personnes. À la fin de 1837, l'inquiétude avait tellement grandi que le maire de Londres, Sir John Cohen, publia une lettre dans le journal The Times dans les premiers jours de 1838. Essayant d'apaiser les craintes concernant ces apparitions, le maire rassure les citoyens de Londres en affirmant qu'il s'agissait en réalité d'un individu se déguisant et visitant de nombreux villages près de Londres sous 3 costumes, un fantôme, un ours et un diable. Cependant, il a été affirmé qu'il s'agissait du résultat d'une farce, très probablement orchestrée par un membre de l'aristocratie britannique, car ils auraient les fonds nécessaires pour organiser ces canulars élaborés. Plusieurs apparitions tristement célèbres ont suivi début 1838. L'une d'elles s'est produite dans la nuit du 19 février, lorsque Jane Alsop, âgée de 18 ans, a ouvert la porte de la maison de son père à Old Ford, dans ce qui est aujourd'hui le quartier de Tower Hamlets, à Londres. Elle a dit qu'en ouvrant la porte, elle a trouvé une personne se faisant passer pour un policier, vêtue d'une grande cape, tandis qu'elle portait une bougie pour s'éclairer. Elle a été attaquée par la silhouette qui, selon elle, a vomi des flammes bleues et blanches de sa bouche, puis a tenté de lui déchirer le cou et les bras avec des mains semblables à des griffes. Après quelques instants terrifiants, la créature s'était enfuie à travers les champs. Une enquête policière a suivi, mais elle n'a rien donné de concluant. Un voisin a signalé avoir vu un jeune homme portant une grande cape à proximité vers l'heure de l'attaque. Mais le seul suspect était un menuisier local nommé Milbank, dont l'alibi était qu'il était tellement ivre le soir en question qu'il ne se souvenait plus où il avait été ni ce qu'il avait fait. Milbank aurait apparemment affirmé, lors d'une visite dans un pub à l'époque, qu'il était Spring Hill Jack, mais la police a finalement conclu qu'il n'était qu'un ivrogne grande gueule. L'affaire d'Alsop pourrait avoir été entièrement inventée de toute façon, puisqu'elle était la seule victime à avoir affirmé que Jack lui avait réellement parlé avant de l'attaquer. Peut-être cherchait-elle à attirer l'attention. Des dizaines d'agressions ont été signalées dans les semaines suivantes à Londres et dans sa région. Par exemple, le dernier jour de février 1838, Lucy Scales, qui comme Alsop avait 18 ans, a été agressée dans une ruelle du quartier de Limehouse, dans la ville. Elle a affirmé que Jack lui avait aussi soufflé du feu bleu au visage et que cette expérience l'avait rendue hystérique. La police a poursuivi l'enquête sur de tels témoignages et offert une récompense pour toute information. Mais à ce stade, les premières apparitions inspiraient manifestement des imitateurs amateurs, et il devenait de plus en plus difficile de distinguer les véritables témoignages des simples rumeurs. Les journaux n'arrangeaient rien, certains publiant des récits sensationnalistes sur des personnes mortes de peur après avoir été attaquées par Jack dans les rues.
À ce moment-là, les caractéristiques supposées de Spring Heel Jack étaient largement établies. Son principal trait était, disait-on, son agilité, se déplaçant avec une rapidité incroyable et capable de sauter des distances de 3, 5, voire 6 mètres. Certains pensaient à des pouvoirs paranormaux, tandis que d'autres croyaient à une explication logique de ce phénomène. Ils ont vite imaginé que le personnage mystérieux avait des ressorts dans ses talons, lui permettant de sauter aussi loin. Ainsi, le nom de Jack Talon à ressort est né qui semble s'être largement répandu à la fin du printemps 1838. À la fin du début de l'été 1838, Jack Talon à ressort. Jack faisait la une à Londres et apparaissait régulièrement dans le journal Penny Dreadfuls, et même sur la scène londonienne. Cependant, c'est au sommet de sa renommée que les signalements de Jack ont commencé à diminuer. Fin 1838, les signalements officiels d'attaque de Jack avaient cessé dans la capitale. Et les rares cas où il aurait prétendument fait son apparition provenaient d'autres régions d'Angleterre, où la nouvelle de cet agresseur surnaturel inspirait tardivement des imitateurs dans les campagnes. En 1839, l'hystérie s'était en grande partie apaisée, et Jack était devenu davantage un personnage littéraire qu'une personne que l'on craignait réellement de croiser, dans la ruelle de Londres. Au cours de l'année 1840, il développa une sorte de personnage folklorique, une espèce de bandit surnaturel que l'on croyait attaquer de temps à autre des voyageurs solitaires sur les routes quittant Londres. Une attaque présumée a été officiellement signalée. Ce fut le cas d'une femme qui fut agressée à Tagmouth en 1847. Et la police a envisagé que Jack Talon à ressort pourrait être revenu pour terroriser les habitants de la ville 10 ans après sa première apparition. Plus tard, le spectre de Jack Talon à ressort fut de nouveau évoqué au début des années 1870, lorsqu'on signala des apparitions de fantômes successives à Peckham, dans le sud-est de Londres, et dans le 1904, plus de 65 ans après la première apparition à Londres. En cherchant à comprendre le phénomène de Jack Talon à ressort, les historiens et les commentateurs culturels ont proposé des avis et des théories différents pour expliquer l'ensemble de l'épisode. Certains ont cherché des réponses dans le paranormal. De nombreux auteurs du XXe siècle suggèrent que Jack était une sorte d'extraterrestre, tandis que d'autres ont envisagé que Jack était une sorte de créature mi-homme, mi-monstre. Une créature cryptozoologique, pas très différente du Bigfoot ou du Chupacabra. Les occultistes ont également tenu à affirmer que Jack était une manifestation du diable ou d'une autre créature démoniaque, selon cette théorie. Jack Talon à ressort, invoqué par des occultistes ou un adepte de magie noire, a terrorisé le Grand Londres avant d'être rappelé en enfer en 1838. D'autres ont encore soutenu que tout élément surnaturel impliqué se produisait en réalité dans l'esprit des premières victimes présumées de Jack. Ce point de vue soutient que la première apparition de Jack, rapportée par des personnes comme Mary Stevens, était en réalité le résultat de personnes droguées, en état d'ébriété ou mentalement perturbées. Dans cette théorie, les premières apparitions étaient des produits de l'imagination des gens, et celles qui ont suivi étaient le résultat de l'hystérie ou d'imitateurs. Une théorie qui a gagné beaucoup de terrain à l'époque, et qui a été évoquée dans la lettre que le maire de Londres a publiée dans le Times en janvier 1838, était celle de Spring Heel. Jack était une ruse élaborée qui était orchestrée par un membre de la noblesse. Cette théorie soutenait à l'époque qu'un noble avait perdu un pari, et que le paiement consistait à fabriquer l'apparition d'un être surnaturel dans Londres. Et il y a une certaine crédibilité à cela. Un aristocrate britannique aurait eu assez d'argent pour financer une telle escroquerie, puisqu'il ne manquait pas de tables de jeu à enjeux élevés. À Londres au XIXe siècle, un tel pari aurait pu être fait. En effet, cette théorie était tellement populaire qu'il y eut de nombreux débats sur l'identité du noble en question. La plupart s'étaient mis d'accord sur l'idée que le père irlandais, Henry de la Pau-Bereford, troisième marquis de Waterford, en était le responsable. Beresford était un jeune noble d'une vingtaine d'années à l'époque et faisait régulièrement la une des journaux pour avoir provoqué des troubles publics, avec une bande d'acolytes ivres qu'il gardait comme entourage.
Par exemple, en avril 1837, ils étaient arrivés ivres à Melton Mowbray, où ils avaient attaqué un gardien de péage et un agent de police et les avaient couverts de peinture rouge. Beresford passait régulièrement devant les tribunaux pour répondre des accusations liées à l'incident de Melton Mowbray et à d'autres épisodes de hooliganisme au milieu et à la fin des années 1830. Par conséquent, beaucoup de gens à l'époque en ont conclu qu'il avait financé. Quelqu'un qui savait cracher du feu, se déguiser et portait une sorte de bottes à ressort. Cela lui donnait en plus l'apparence de quelqu'un capable de bondir et de sauter des distances anormales. Ce n'est pas totalement invraisemblable, mais c'est une hypothèse qui ne peut pas être prouvée hors de tout doute raisonnable. Cependant, l'histoire de Spring Hill Jack pourrait aussi être un exemple du rasoir d'Occam. La théorie veut que l'explication la plus simple soit la plus probable. Dans ce cas, l'explication la plus probable est celle-ci. Une société encline à croire aux légendes sur les monstres gothiques et le surnaturel était prête à exagérer complètement un conte populaire qui a été développé en 1837. Au XIXe siècle, les récits surnaturels et les histoires d'horreur gothique abondaient. Il y avait régulièrement des signalements d'apparitions de fantômes et d'autres entités dans la ville de Londres, à partir des années 1800. Au moment où Jack Talon à ressort a soudainement commencé à apparaître à Londres, des récits d'horreur surnaturelle et d'histoires de monstres étaient publiés et trouvaient un large public à travers l'Angleterre, sous la forme des Penny Dreadful, des publications de fiction bon marché. C'était aussi le siècle des récits d'horreur gothique d'Edgar Allan Poe, du Frankenstein de Mary Shelley et du Dracula de Bram Stoker. Dans ce contexte, il est tout à fait plausible que l'histoire de Spring Hill Jack soit basée sur un événement inexplicable et inhabituel. Fin 1837 et lors des événements suivants, cela résultait du fait que les gens laissaient libre cours à leur imagination. À une époque où les gens étaient déjà prêts à croire au surnaturel et à des personnages tout droit sortis des romans à 4 sous. Comme l'a noté Guillaume d'Occam, l'explication la plus évidente est la plus probable. Ensuite, nous voyageons vers un coin tranquille de l'Allemagne, hanté par une femme voilée et un nom entouré de secrets. Le mystère des Dunkelgrafen commence le 7 février 1807. Ce jour-là, une calèche couverte est arrivée dans la ville de Hildburghausen, en Thuringe, au centre de l'Allemagne. À son arrivée, un couple en est descendu. L'homme avait alors la fin de la trentaine, mais la femme était un peu plus jeune, approchant peut-être la trentaine, auraient estimé les observateurs de l'époque. Qui était-il ? Beaucoup de gens en ville se posèrent la question. Mais dans les années qui suivirent, pratiquement rien ne fut découvert et le mystère ne fit que s'épaissir. Le couple mystérieux s'installa dans une modeste demeure à Hildburghausen. Au cours des 3 années suivantes, il se fit appeler le comte Vavot de Versailles. Bien qu'on ait pris soin de ne jamais révéler son identité, il y avait peu d'explications sur qui ils étaient et d'où ils venaient. Le plus curieux, c'est pourquoi était-il un comte, et sa compagne, dont il soulignait qu'elle n'était ni sa femme ni sa partenaire d'aucune sorte, s'installèrent dans la lointaine Hildburghausen. Se cachait-il peut-être de quelque chose ou de quelqu'un ? En 1810, le couple s'installa au château d'Eichhausen, près de la ville, mais dans une région isolée, et une fois installés, ils y restèrent en grande partie. Ils quittaient rarement, voire jamais, le château et vivaient une sorte d'exil auto-imposé en dehors de Hildburghausen, lors des rares occasions où ils quittaient Eichhausen. La femme en particulier était insaisissable, se déplaçant généralement là où elle devait aller en calèche, le visage couvert d'un voile. Cela a duré longtemps, et les villageois de Hildburghausen et de la région environnante commencèrent bientôt à appeler le couple les Dunkelgrafen ou les comtes sombres en raison du caractère mystérieux de leur identité. Après des décennies de réclusion au château d'Eichhausen, elle finit par mourir le 28 novembre 1837, tandis que le comte supposé vécut encore 8 ans jusqu'en 1845. Au moment de sa mort, la femme fut enregistrée sous le nom de Sophie Botta. Elle fut enterrée sur la colline de Schulesberg, près du château, dans un jardin que le couple avait acheté des années plus tôt. Le comte fut inhumé dans le cimetière d'Eichhausen, tandis que le château fut démoli en 1873 après être resté inoccupé pendant plusieurs années.
Tout cela était très étrange. Le couple était décédé après avoir vécu dans la région dans des circonstances étranges, et ce, pendant plus de 40 ans dans le cas du comte. Ainsi, même des années après leur mort, les habitants de Hildburghausen continuaient à se demander qui étaient ces étrangers qui avaient vécu parmi eux pendant tant d'années. Et une théorie surtout devint populaire. Après la mort du comte en 1845, il fut rapidement révélé que cet homme n'avait en réalité jamais été un comte. En réalité, il s'agissait d'un Hollandais du nom de Leonardus Cornelius van der Walck, qui avait été secrétaire à l'ambassade des Pays-Bas à Paris entre l'été 1798 et le printemps 1799. Alors pourquoi avait-il menti et prétendu être un petit aristocrate ? De plus, s'il n'était pas comte, mais plutôt un humble bureaucrate, comment lui et sa compagne auraient-ils pu acheter un château et y vivre sans travailler ni gagner de revenus pendant des décennies ? De plus en plus de gens étaient convaincus que cet homme avait toujours été une sorte de chaperon, pour nul autre que Marie-Thérèse Charlotte, la fille du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette de France, tous deux exécutés par le gouvernement révolutionnaire français en 1793 après la Révolution française. Revenons en arrière pour voir qui était Marie-Thérèse. Elle est née au château de Versailles, près de Paris, le 19 décembre 1778, l'aînée des enfants du roi Louis XVI et de sa reine d'origine autrichienne Marie-Antoinette. Marie-Thérèse fut la seule des 3 enfants de ses parents à survivre jusqu'à l'âge adulte. Elle avait 2 frères cadets, Louis-Joseph, né en 1781, et Louis-Charles, né en 1785, tous deux morts de la tuberculose à l'âge de 7 et 10 ans, respectivement. La mort de Louis-Charles aurait pu être hâtée par le traitement inhumain du gouvernement révolutionnaire à Paris au début des années 1790. En 1789, la Révolution française éclata en France. À la fin de l'année, Marie-Thérèse et ses parents étaient assignés à résidence à Paris par les révolutionnaires. Pendant un certain temps, Louis et Marie furent autorisés à rester rois et reines du pays en tant que figure symbolique. Mais lorsqu'ils continuèrent à conspirer avec des gouvernements étrangers pour que l'Autriche, la Grande-Bretagne et d'autres pays interviennent en France en leur faveur, le gouvernement français décida finalement de juger le monarque et son épouse. Tous deux furent condamnés pour trahison et exécutés en 1793. Avec la mort de son petit frère 2 ans plus tard, Marie-Thérèse fut la dernière membre de la famille encore en vie. En 1795, l'ancienne princesse était considérée comme ne représentant plus aucune menace pour le gouvernement révolutionnaire, la monarchie avait pris fin, une république avait été établie et les armées révolutionnaires françaises étaient en partie. Après avoir été sur la défensive contre les Britanniques, les Autrichiens et d'autres, la France passa à l'offensive, conquérant les Pays-Bas au début de cette année-là et y établissant une république batave comme allié proche. Par conséquent, la possibilité que Marie-Thérèse soit utilisée par les puissances étrangères comme figure de proue pour rétablir la monarchie semblait lointaine. Elle fut autorisée à quitter la France pour rejoindre la famille de sa mère à Vienne, en Autriche. Et c'est ici que l'intrigue se corse. Marie-Thérèse était profondément traumatisée par les années qu'elle avait passées en captivité. Il n'y a aucun doute là-dessus. En conséquence, certaines personnes en sont venues à croire que la femme arrivée à Vienne en 1795, prétendant être Marie-Thérèse, était en réalité sa sœur adoptive. Ernestine de Lambrissé était la fille de 2 serviteurs royaux, ayant travaillé au palais de Versailles dans les années 1770 et 1780. Ernestine ressemblait aux enfants royaux, et des rumeurs circulaient selon lesquelles le roi Louis était son véritable père. Quoi qu'il en soit, elle devint la compagne de jeu de Marie-Thérèse et, après la mort de sa mère en 1788, le roi et la reine l'adoptèrent, bien que son père fût encore vivant. Pendant les années tumultueuses qui suivirent, Ernestine ne fut pas retenue captive avec le reste de la famille royale. Mais elle était souvent prise pour Marie-Thérèse et fut insultée alors qu'elle marchait dans les rues de Paris. Telle était la ressemblance entre elle et la fille biologique du roi et de la reine. Et c'est cette ressemblance qui a amené beaucoup de gens à le croire. En 1795 à Vienne, c'était en réalité Ernestine de Lambriquet qui se faisait passer pour Marie-Thérèse.
Cette théorie avance que Marie-Thérèse a été profondément traumatisée par les événements de 1789 à 1795, qu'à sa libération, elle voulait simplement passer sa vie dans l'isolement, loin des cercles de la cour et des gouvernements d'ailleurs, qui n'auraient pas cherché qu'à l'utiliser comme un pion. Pendant les guerres, alors que les Britanniques, les Autrichiens et d'autres sont restés en conflit avec la France pendant une grande partie de cette période, jusqu'en 1815, la théorie des Dunkelgraffen affirme que la femme ayant voyagé dans les cours d'Europe après 1795, se faisant passer pour Marie-Thérèse, était en réalité Ernestine de Lambrica. Tandis que la femme qui est arrivée en calèche à Hildeburghausen au printemps 1807 et qui est devenue connue sous le nom de la Comtesse Noire, était en réalité la princesse française qui s'était cachée du monde, ce qui l'avait tellement traumatisée. Pendant de nombreuses années, le mystère n'a cessé de s'épaissir. De nombreuses recherches ont été menées par des historiens et des passionnés sur la mystérieuse comtesse noire et les Dunkelgraffen. Cela n'a fait qu'alimenter les spéculations. Par exemple, il a été révélé que la cour autrichienne avait expressément demandé qu'Ernestine de Lambric, l'amie d'enfance et compagne de Marie-Thérèse, soit autorisée à voyager avec elle à Vienne en 1795. Mais à cette époque, il a été rapporté qu'Ernestine était introuvable. Beaucoup ont sans doute pensé que c'était parce que Ernestine était à Paris, se faisait passer pour Marie-Thérèse et s'apprêtait à aller à Vienne sous cette identité. De plus, des recherches sur le groupe d'individus qui auraient teinté et voyagé à travers l'Europe de Paris à Vienne avec Marie-Thérèse en 1795 ont révélé des anomalies particulièrement inhabituelles. Plusieurs membres du petit groupe n'ont pas pu être identifiés, et certains d'entre eux n'auraient jamais atteint Vienne. Ces circonstances curieuses ne prouvaient rien, mais elles contribuaient à ajouter encore plus d'incertitude aux événements entourant cette affaire. Finalement, les spéculations ont mené à des efforts pour découvrir la vérité, et la science moderne a créé la possibilité de pouvoir enfin percer le mystère des Dunkelgraffen. Ainsi, en 2013, la tombe de Sophie Botter, la comtesse noire, a été fouillée près du château d'Eisenhausen après l'exhumation de ses restes. 2 petits fragments de son fémur ont été envoyés dans des laboratoires médico-légaux en Autriche et en Allemagne pour être analysés. Une fois cela fait, l'acide désoxyribonucléique mitochondrial a ensuite été comparé à celui du prince Alexandre de Saxe-Gassati, un descendant contemporain de la reine Marie-Antoinette. Si la comtesse noire était Marie-Thérèse, alors l'acide désoxyribonucléique mitochondrial du prince Alexandre correspondrait exactement à celui-ci. Retrouvé dans les restes situés dans la tombe de Sophie Botter à côté du château d'Eisenhausen. Malheureusement, le résultat s'est avéré extrêmement décevant pour beaucoup. On a découvert que la comtesse noire n'était pas une parente de la reine Marie-Antoinette et qu'elle ne pouvait donc pas être Marie-Thérèse. Par conséquent, le couple mystérieux qui est arrivé à Hildeburghausen en 1807 et y a vécu pendant plus de 30 ans jusqu'à leur mort était probablement exactement ce qu'il semblait être de façon évidente. Un couple d'individus financièrement indépendants qui souhaitaient mener une vie recluse dans un château en Allemagne rurale. Pour notre dernière histoire, nous allons à Manchester où la peur d'une femme d'être enterrée vivante l'a conduite à un destin encore plus effrayant. L'étrange histoire de la momie de Manchester ne commence pas avec un souverain de l'Égypte ancienne, comme on pourrait le croire, et n'implique pas non plus un égyptologue, le nom donné aux archéologues et historiens de l'Égypte ancienne. Au lieu de cela, elle commence avec Anna Beswick, une femme aisée mais autrement sans histoire de Manchester. Anna est née en 1688 à Chetwood, dans Old Hall, en périphérie de Manchester. À cette époque, la ville du Nord n'était guère plus qu'une bourgade tranquille, car la révolution industrielle qui allait la transformer était encore à près d'un siècle de là. Ses parents étaient Jean Beswick et Patience Beswick. Ils appartenaient à une famille d'affaires aisée, à une époque où l'industrie textile dominait déjà le Yorkshire et le Lancashire. Ainsi, lorsque son père est décédé en 1706, alors que Anna entrait dans la fin de son adolescence, elle a hérité d'une fortune considérable de sa part. Cela représentait des milliers de livres, soit des millions aujourd'hui. Avec cette somme, elle acheta le manoir de Birchambauer à Hollingwood, près d'Oldham, une banlieue de Manchester. Aujourd'hui, même si à l'époque c'était une ville totalement différente. Là, elle mena une vie plutôt sans histoire jusqu'à sa mort,
en février 1758, alors qu'elle avait probablement 69 ans. Pourtant, elle était excentrique, enterrant une grande partie de sa fortune en 1745 quand la rébellion jacobite en Écosse risquait de gagner le nord de l'Angleterre. Et cela a été le cas pendant un certain temps. Apparemment, elle n'a jamais récupéré l'argent enterré et n'a jamais dit à ses proches où il se trouvait, ce qui a conduit à des chasses au trésor autour de Birchenbauer. À l'époque moderne, à ce stade, vous vous demandez peut-être où intervient la momie dans toute cette histoire. Eh bien, tout cela est lié au phénomène des enterrements vivants ou prématurés qui se produisaient dans l'Europe moderne, et un incident étrange impliquant le frère de Hannah Beswick, qui a eu un impact durable sur sa psychologie. Pour mieux comprendre l'histoire de Hannah Beswick, nous devons d'abord nous pencher sur les enterrements prématurés, qui n'étaient pas si rares à l'époque. Un enterrement prématuré, c'est lorsqu'une personne est enterrée dans un cercueil dans le cadre d'un enterrement chrétien. Mais la personne se réveille vivante sous terre. Cela pouvait arriver pour plusieurs raisons. Parfois, des gens se réveillaient enterrés vivants, leurs proches croyant à tort qu'ils étaient morts. Parfois, de rares maladies comme le syndrome d'enfermement faisaient croire à la mort d'une personne, entraînant funérailles et enterrement. Plus couramment, c'étaient les personnes maillues qui entraient dans un état complètement catatonique, ce qui pouvait convaincre les autres qu'elles étaient décédées, quelle qu'en soit la cause. Le problème à l'époque moderne était qu'un manque de connaissances médicales et scientifiques menait souvent à un diagnostic prématuré de décès. Surtout dans les zones rurales, il y avait généralement très peu de personnes capables de prendre une décision éclairée sur le fait qu'une personne était morte ou non. Même une procédure comme vérifier le pouls, qui nous semble aujourd'hui si simple qu'on la considère comme acquise, n'était peut-être pas pratiquée il y a des centaines d'années. Beaucoup de personnes ont été placées dans un cercueil alors qu'elles étaient vivantes. Les chiffres ont été largement débattus et ne peuvent pas être déterminés avec précision, mais les spécialistes du sujet estiment que des milliers de personnes étaient enterrées vivantes chaque année à travers l'Europe à l'époque moderne. Le médecin J. Stanton Hooker a estimé ce chiffre à environ 800 par an, rien qu'en Angleterre et au pays de Galles. Comme on pouvait s'y attendre, certaines personnes étaient très inquiètes que cela puisse leur arriver. Hannah Beswick était l'une de ces personnes et elle a pris des mesures extrêmes pour s'assurer de ne pas être victime d'un tel sort. Le destin de momie de Manchester de Hannah Beswick débuta lors des funérailles de son frère James au début des années 1750. La date exacte n'a malheureusement pas été enregistrée. Les funérailles de James débutèrent par une cérémonie religieuse chrétienne avec des proches, puis le transfert de son corps au cimetière. Alors que le corps de James allait être scellé et descendu dans la terre, l'un des personnes en deuil remarqua quelque chose d'inhabituel. Il semblait que James clignait des yeux. La personne fit rapidement part de cette découverte, et un examen plus approfondi de son corps par le docteur Charles White, un jeune médecin à l'époque, révéla que James Beswick était vivant. Après cela, toutes les personnes en deuil ramenèrent son cercueil chez lui, où il retrouva pleinement conscience quelques jours plus tard de ce qui l'avait affecté. L'expérience de James, qui a failli être enterré vivant, eut un impact immense sur sa sœur, Hannah Beswick. On pourrait dire qu'elle développa une taphophobie, la peur d'être enterré vivant, mais savoir si ce terme convient ici reste sujet à débat. Une phobie est généralement quelque chose qui comporte un élément d'irrationalité. Cependant, ayant vu son frère être presque enterré vivant quelques années plus tôt, la peur de Madame Beswick que la même chose puisse lui arriver était tout à fait justifiée. Quoi qu'il en soit, cela allait bientôt conduire à un développement extraordinaire. Hannah Beswick était morte quelques années après l'enterrement presque vivant de son frère. Il a rapidement été révélé qu'elle avait pris d'énormes précautions pour s'assurer de ne pas être enterrée vivante elle-même. En juillet 1857, elle avait modifié son testament pour léguer 100 livres au docteur Charles White, le même médecin qui avait déclaré que son frère était en fait vivant au bord de sa tombe quelques années plus tôt. Avec cela, le médecin devait s'assurer qu'une fois morte, le corps de Hannah ne serait pas enterré. Au lieu de cela, il devait être conservé hors sol indéfiniment, où il devait effectuer des contrôles réguliers pour s'assurer qu'elle n'avait pas été déclarée morte par erreur. Il existait bien sûr des moyens de gérer la taphophobie. Telle était la peur d'être enterré vivant à la fin du Moyen Âge et à l'époque moderne.
Plusieurs dispositifs avaient été utilisés pour empêcher que cela ne se produise. L'une de ces mesures était le cercueil de sécurité. C'est un cercueil équipé d'un mécanisme pour empêcher l'inhumation prématurée. Un type de cercueil de sécurité comprenait un levier qui permettait d'ouvrir le cercueil de l'intérieur. Tout cela fonctionnait tant que le cercueil n'était pas enterré. Mais il est difficile d'imaginer cela fonctionner avec près de 2 mètres de terre au-dessus du cercueil, pesant sur le couvercle. D'autres dispositifs, comme une cloche, pouvaient être utilisés, mais White a choisi une méthode différente. Après la mort de Beswick en 1758, la taphophobie de Hannah Beswick n'explique que partiellement comment la momie de Manchester a vu le jour. L'autre partie de l'explication réside dans les décisions plutôt excentriques du docteur Charles White. Il aurait pu choisir parmi une large gamme de méthodes pour préserver le corps de Hannah, afin de respecter ses dernières volontés, mais parmi celles-ci, il a opté pour la méthode inhabituelle de la momification. Il ne semblait y avoir aucune mention dans le testament de Beswick indiquant qu'elle souhaitait être embaumée. Pourtant, White l'a fait quand même. Après avoir attendu suffisamment longtemps pour s'assurer qu'elle était bien morte, White a décidé de renforcer sa demande de ne pas être enterrée. De la térébenthine et du vermillon ont été injectés dans les vaisseaux du cadavre, les organes retirés et le sang extrait autant que possible. Après avoir été lavés à l'alcool, les organes ont ensuite été réinsérés et les cavités du corps ont été remplies de substances comme la résine et le camphre. Enfin, le corps était oint d'huile et placé dans un sarcophage rempli de plâtre de Paris. C'est ainsi qu'est née la momie de Manchester. La raison pour laquelle White a agi ainsi n'est pas vraiment claire, même si cela était surtout lié à un litige sur le testament de Hannah. Pour recevoir les 100 livres sterling qui lui avaient été légués, une somme importante. À l'époque, White pensait qu'il devrait prouver qu'il avait préservé son corps d'une certaine manière sans l'enterrer, conformément à ses instructions. Il a peut-être été motivé par le désir scientifique de comprendre la momification. À cette époque, il était déjà pionnier en chirurgie, obstétrique et orthopédie. Restait la délicate question de l'endroit où conserver la momie de Manchester. Pendant un certain temps, son corps embaumé fut conservé à Ann Colts Hall, un grand manoir appartenant à un autre membre de la famille. Mais ses proches devinrent vite mal à l'aise à l'idée d'avoir les restes macabres de Hannah chez eux. Et la momie fut rendue à White peu de temps après. Pendant apparemment le reste de sa vie, jusqu'en 1813, soit environ 55 ans après la mort de Hannah, White conserva la momie de Manchester exposée dans une vieille grande horloge sur pied. La curiosité attira rapidement l'attention, et au fil des décennies, de nombreuses personnes payèrent un petit droit d'entrée pour visiter la maison de White et voir la momie de Manchester. Lorsque White mourut en 1813, la momie de Manchester fut héritée par un de ses collègues, le docteur Hollier, qui en eut la possession pendant les 15 années suivantes jusqu'à sa propre mort en 1828. Elle fut ensuite donnée au musée de la Société d'histoire naturelle de Manchester. C'est à ce moment-là que les restes embaumés de Beswick devinrent connus sous le nom de la momie de Manchester. À une époque de curiosité scientifique, où les expositions universelles et foires mondiales étaient très en vogue, le musée a tiré parti de cette étrange exposition. Et la momie de Beswick devint une véritable sensation au milieu du XIXe siècle. L'odyssée des restes de Hannah Beswick prit finalement fin en 1868, soit 110 ans après sa mort. L'année précédente, le musée de la Société d'histoire naturelle de Manchester avait été intégré au nouveau musée de Manchester, alors que ses collections étaient transférées et reclassées. La momie de Manchester devint un sujet de controverse, certains responsables religieux et hommes politiques commençant à affirmer qu'il était inacceptable que les restes d'une femme du XVIIIe siècle, qui n'avait pas reçu de sépulture chrétienne appropriée, soient exposés au public, de cette manière. Une procédure judiciaire s'ensuivit, au terme de laquelle il fut conclu que Hannah Beswick était certainement légalement décédée à ce stade. Ainsi, son souhait de ne pas être enterrée au cas où elle serait encore en vie n'avait plus besoin d'être respecté. Ainsi, le 22 juillet 1868, Hannah Beswick fut enterrée au cimetière d'Arborhay à Manchester. Elle n'était presque certainement pas en vie lorsqu'elle a été enterrée.
Dans les années qui ont suivi sa mort et précédé son enterrement, sa maison Birchenbauer a été transformée en appartement. Plusieurs résidents affirment avoir vu une silhouette en robe de soie noire et coiffe blanche, décrite comme Anna Beswick. Elle glissait à travers son ancien domaine et disparaissait à une dalle en particulier. Birchenbauer a finalement été démoli pour faire place à une usine, mais des apparitions de son prétendu fantôme ont encore été signalées. Avec l'avènement de la science et de la médecine moderne, le phénomène de l'enterrement prématuré ou vivant a considérablement diminué à la fin du XIXe siècle et a pratiquement disparu au XXe siècle. On prenait davantage conscience que les gens pouvaient tomber temporairement dans le coma ou avoir des maladies, ce qui pouvait donner l'impression qu'ils étaient réellement morts pendant des jours, voire des semaines. Le plus important, c'est que les médecins sont formés à vérifier les signes vitaux des personnes pour s'assurer qu'elles sont réellement mortes, avant de commencer le processus d'inhumation. Toutefois, les enterrements prématurés existent tout de même. En 2013, une vidéo est apparue montrant un homme extrait vivant de sa propre tombe au Brésil, après avoir été, à tort, considéré comme mort. Cependant, de tels cas restent rares. Les enterrements prématurés et la taphophobie apparaissent désormais surtout dans des films d'horreur comme L'enterré vivant, 1962, et Enterré vivant, 1990. Cela a aussi été mis en scène dans la seconde partie des films Kill Bill de Quentin Tarantino. Cela témoigne de la peur que l'enterrement vivant peut encore provoquer à une époque où cela se produit très rarement. Imaginez à quel point cela devait être effrayant à une époque où des centaines, voire des milliers de personnes étaient enterrées vivantes chaque année. Et cela nous aide à comprendre comment l'étrange histoire de la momie de Manchester a vu le jour au départ. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé ces récits glaçants et légendaires de l'histoire. J'espère que vous les avez trouvés intéressants. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus de vidéos de ce genre, effrayantes, occultes, mystérieuses, faites-le moi savoir également. J'espère que vous êtes abonnés et que vous avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. Merci aussi à mes membres de la chaîne visibles à l'écran. Bref, c'est tout pour moi, donc je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.